Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui est consacré au solaire thermique. Et d'ores et déjà, je tiens à vous remercier tous car vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits sur ce webinaire. Et j'en profite donc pour remercier également nos partenaires qui sont la région Grand Est et l'ADEME Grand Est, ainsi que Climaction. Donc je suis Salem Simani, je fais partie de la CCI et ce webinaire est organisé par la CCI Grand Est. Aujourd'hui, petit point de précision, donc l'événement est enregistré, donc vous pourrez regarder le replay à l'issue de cet événement dans les prochains jours. Vous recevrez un mail avec le lien ainsi que les différentes publications qui vous seront présentées aujourd'hui. Vos micros sont coupés, ce qui ne vous empêche pas, et je vous invite à poser toutes les questions dans la partie questions, pas dans la partie chat. Et la diffusion des supports, comme je le disais, vous sera remise via un mail à tous les participants à l'issue de ce webinaire. Comme je disais, je suis Salem Slimani, donc moi je suis conseiller énergie au sein de la CCI Grand Est. On est présent sur l'ensemble des territoires, que ce soit sur la partie énergie, la partie économie circulaire et la partie climat. Donc, nous sommes répartis sur tout le territoire Grand Est et je vous présenterai en fin de webinaire un petit peu quelles sont les différentes visites que nous vous proposons, voilà, sur ces différents sujets. Aujourd'hui, on va parler tout d'abord avec Noé Morlet-Descarnin du contexte général économique, technique et réglementaire du solaire thermique. Donc Noé qui est chargé de mission animation filière énergie renouvelable pour Climaction pour la partie solaire thermique. Donc, dans cette première partie. Dans sa deuxième partie du webinaire, on fera un retour d'expérience concernant l'industrie avec Jean-Yves Peugnot, qui est chargé de développement concernant les énergies renouvelables pour Sunoptimo. Donc là, on va être à peu près, on va dire une 45 minutes environ, et puis on va consacrer le dernier temps de ce webinaire à des questions et surtout des réponses. Voilà, donc ça sera sur la dernière partie. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie questions qui est donc dans l'onglet qui est présent. Voilà. Je vais laisser tout de suite la main à Noé Morlet-Descarnin, donc le chargé de mission animation filière énergie pour Climaction. Noé, je te désigne comme présentateur. Voilà. Parfait, merci. Hop. Alors, j'espère que tout le monde voit, je pense que c'est OK. C'est tout bon. Enchanté, merci tous d'être là. Noé Morlet-Descarnin, du coup, Région Grand Est, merci Sam pour la présentation. Du coup, pour remettre l'élément de contexte rapidement sur Climaction et qu'est-ce que c'est? Climaction, c'est le partenariat et programme commun qu'on a avec la région Grand Est et l'ADEME. L'idée, c'est de mutualiser nos forces pour anticiper le réchauffement climatique, pour économiser les énergies, les ressources, l'argent et surtout valoriser du coup les ressources, le savoir-faire sur le territoire des entreprises et les projets qu'on peut avoir euh, vastes et variés. Ça répond à un objectif, l'objectif forcément régional, qui est d'avoir une région à énergie positive et bas carbone d'ici 2050. Ça vient forcément en deux étapes et on parle rarement de la première étape, donc c'est important. C'est déjà la diminution des consommations d'énergie finale, où depuis 2012 jusqu'en 2050, on essaye. L'objectif, c'est d'arriver à moins 55% de consommation. Et dans la seconde partie, on va plus en parler aujourd'hui, c'est l'augmentation des productions d'énergie renouvelable et de récupération, où l'objectif c'est de faire un 3,2% depuis 2012 jusqu'à 2050. Donc Climaction, on balaye différentes thématiques pour arriver à ces objectifs-là. On est sur l'efficacité énergétique et la qualité environnementale des bâtiments, c'est la plus grande partie. Ensuite, les énergies renouvelables. Il y a aussi l'économie circulaire et l'économie des ressources, les mobilités durables, et les climats, démarches territoriales et développement durable. Les plusieurs, bon, ça je vais passer assez rapidement, mais les énergies renouvelables qu'on soutient, il y a quand même une grande partie, c'est d'actualité, les énergies thermiques, donc le solaire thermique, la géothermie, les réseaux de chaleur.
mais on va aussi sur de l'hydroélectricité. Bon, le bois énergie, j'en parlerai juste après. Voilà, c'est assez large. Dans tous les cas, les diapos seront dispo. Vous aurez tout ça à la fin du webinaire. La région Grand Est, elle est organisée comme telle sur les moyens humains et surtout sur le côté Climaction, pas région Grand Est, plutôt Climaction. Mais du coup, on a des chargés de mission Climaction dans chaque maison de région sur le territoire qui permet de couvrir au maximum le territoire. Ces chargés de mission, donc vous avez la carte ici, les coordonnées, tout se retrouve aussi sur le site climaction.fr. Ces chargés de mission vont suivre du coup les projets, vont pouvoir donner un avis technique aussi, et surtout c'est eux qui vont instruire vos dossiers. Donc dès que vous avez un projet, comme je l'ai dit avant, d'énergie renouvelable, mais pas que, je vous invite à vous tourner vers ces chargés de mission qui seront plus aptes à vous suivre. Voilà ça. Là, voilà, énergie choix, pardon. Énergie choix, c'est un schéma de principe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je voulais en parler un peu aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on massifie un peu. L'ADEME le met aussi au centre de ces dispositifs. L'idée, c'est de prioriser le choix des énergies thermiques. Alors, c'est un schéma assez classique qu'on peut connaître notamment sur le scénario négawatt avec la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique en premier pilier, donc réduire les consommations. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de mutualiser les besoins. Donc en réseau de chaleur ou choisir des solutions d'énergie renouvelable ou de récupération collective. Une fois qu'on a fait ça ou qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est pas forcément possible de partout, c'est bien de prioriser le choix qu'on veut faire sur les énergies renouvelables pour éviter d'aller systématiquement sur du bois énergie qui est entre guillemets la facilité, bien que ce soit très efficace dans certains cas. L'idée c'est bien d'étudier toutes les possibilités avec la chaleur fatale en premier lieu, la géothermie, le solaire thermique et ensuite la biomasse. Voilà, c'est des choses qui sont de plus en plus obligatoires, notamment, comme j'ai dit, sur les dispositifs ADEME, où ils vont demander d'étudier toutes les possibilités avant de se tourner vers le bois énergie. Donc voilà, on va partir plus sur le solaire thermique, avec une première idée reçue qu'on peut avoir, c'est est-ce que le solaire fonctionne vraiment dans nos régions qui sont moins ensoleillées. On le voit sur la carte à gauche, moins ensoleillées qu'au sud. Voilà. Alors déjà, j'aime bien répondre que si on met autant de photovoltaïque, le solaire thermique, ça fonctionne aussi, mais ça suffit pas. Faut aussi montrer un peu les chiffres et comment ça fonctionne en Europe. Déjà, le soleil, c'est une énergie gratuite, illimitée surtout. Sur nos territoires, on est sur un apport annuel d'environ 1300 kWh par mètre carré, donc c'est l'énergie disponible. Et le potentiel forcément va varier suivant la zone géographique et les saisons. À droite, on va voir le petit tableau qui est assez intéressant, qui montre que c'est pas les pays forcément les plus ensoleillés qui ont le plus de mètres carrés par habitant de solaire thermique installé. Bon alors, je dis ça, mais les premiers c'est Chypre et Grèce, il y a quand même beaucoup de soleil, mais on voit que le Danemark est en 4e position, et le Danemark c'est pas connu pour avoir les meilleurs étés, et on voit que la France est quand même très loin derrière, avec 0,054 mètres carrés installés par habitant, là où le Danemark est à 0,34 mètres carrés par habitant. Ensuite, faut bien faire la différence du coup sur le solaire thermique avec le photovoltaïque. On est vraiment sur deux technologies différentes. Il y a une phrase assez drôle que j'aime bien utiliser, c'est dans le photon tout est bon, calories et électrons. Je l'ai volé à un collègue, mais c'est vraiment ça. On est sur la même énergie captée, le soleil, mais on est bien sur deux technologies et deux utilisations très différentes. Le photovoltaïque, on va être sur une production d'électricité, donc on transforme l'énergie solaire en électricité via notamment des semi-conducteurs. Et cette électricité, elle va soit être consommée sur le site directement, soit injectée sur le réseau. On est sur 1 m² un mètre carré, c'est environ 120 à 280 kWh de production par an, avec un rendement entre 10 et 23%. Donc le rendement, c'est le rapport entre l'énergie produite et l'énergie disponible. Donc l'énergie solaire disponible totale. Comme je l'ai dit avant, 1300 environ kWh par mètre carré. Le solaire thermique, donc on voit que c'est beaucoup plus efficace, entre guillemets, un meilleur rendement. Il capte mieux l'énergie solaire, entre 30 et 60%.
Sur 1 mètre carré, on va être sur un productible entre 350 et 700 kWh par an. Encore une fois, ça dépend de la saison et ça dépend aussi de la zone géographique surtout. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que ces capteurs vont capter l'énergie solaire et va la transformer en chaleur, et cette chaleur ne pourra pas être injectée dans un réseau, à part s'il y a un réseau de chaleur à proximité, et du coup va devoir être consommée directement ou stockée, mais on va le voir un peu plus tard. Donc les différents types de capteurs dans le solaire thermique, donc il y a 3 grandes familles. Le premier capteur, bon je vais passer assez rapidement puisque c'est pas forcément pertinent aujourd'hui, c'est les capteurs non vitrés, donc souples. On va être sur des besoins entre 30 et 40 degrés. Donc ce sera plus pour du réchauffage de piscine, bassin, etc. Les capteurs plan vitrés, c'est ceux qui nous intéressent le plus, puisque c'est ceux qui sont le plus commercialisés et les plus robustes. Et on est vraiment sur des technologies low-tech, hein, tout est européen, puisqu'il n'y a pas de semi-conducteurs. Ici, ça va permettre de répondre à des besoins de chaleur jusqu'à 100 degrés. On le voit sur le graphique à droite, quand on dépasse les 100 degrés, on va perdre beaucoup en rendement. Donc ce ne va pas forcément être le plus efficace sur les températures au-dessus de 100 degrés. Donc on va plutôt être sur de la chaleur, 100 degrés, ou de l'eau chaude sanitaire, ou de l'eau chaude technique. Et ensuite, les capteurs tubaires sous vide, ça va être les capteurs les plus efficaces, mais aussi les plus chers, bien sûr. Les plus efficaces parce que, du coup, comme ils sont sous vide, on va limiter fortement les pertes thermiques. Et on le voit, ils vont être efficaces jusqu'à 140, pratiquement 140 degrés. On va avoir une rentabilité assez importante. Ils sont plus fragiles parce que tubaires, mais l'avantage, c'est que chaque tube est remplaçable, là où un capteur plan vitré, lorsque le panneau ne fonctionne plus, il faudra le remplacer dans sa totalité. Le fonctionnement assez rapide d'un panneau, alors on le voit en haut à gauche, un panneau, c'est assez simple, comme j'ai dit, c'est assez low-tech, c'est un isolant avec un échangeur de chaleur, donc un tube en cuivre, hein, la plupart du temps, un absorbeur, du verre par-dessus, et du coup l'eau glycolée, c'est le liquide caloporteur, va se balader dans ces tuyaux et va se réchauffer via le soleil, du coup, via les calories solaires, et va ressortir plus chaud de l'autre côté. Les implantations possibles, c'est comme du photovoltaïque, hein, c'est un peu plus lourd, donc il faudra faire attention surtout sur les structures, est-ce qu'elles sont en capacité d'accueillir du solaire thermique, mais c'est plus ou moins la même chose, hein, au sol forcément, en toiture, sur des structures métalliques dédiées, et bien sûr aussi en embrière de parking, parce que on le rappelle, l'obligation de solarisation ne concerne pas que le photovoltaïque. Et l'idée, c'est bien de répondre aux besoins. Donc, on peut faire du photovoltaïque et du solaire thermique. L'un et l'autre sont bien compatibles. Assez rapidement, une installation, comment ça fonctionne. Donc, on le voit via le schéma à droite que j'ai piqué à Atlanson, nos amis du Grand Ouest, pardon. Donc, on le voit, on va capter le rayonnement solaire qui va être converti en chaleur pour ensuite produire de l'eau chaude, de la chaleur ou du chauffage. Donc le soleil vient chauffer les panneaux et surtout le liquide caloporteur qui circule dans les panneaux. Ce liquide va circuler dans un circuit fermé et va se décharger dans un ballon de stockage, donc on appelle ballon haute technique, un ou des ballons, hein, suivant le besoin, suivant le nombre de panneaux installés, suivant le besoin de stockage qu'on a. Ici, du coup, on va pouvoir stocker cette eau chaude, et cette eau chaude, donc c'est le stockage thermique, va pouvoir être utilisée ensuite dans un autre ballon qui va être réchauffé via une énergie d'appoint lorsque la production solaire n'est pas suffisante. C'est bien une particularité du solaire thermique, c'est qu'il faut bien une énergie d'appoint, puisque l'idée, ça va être plutôt de réchauffer l'eau, de préchauffer l'eau la plupart du temps, et ensuite de la monter en température avec cette énergie d'appoint. Après, sur les périodes estivales, bien entendu, on va pouvoir répondre à des températures assez élevées, jusqu'à 90 degrés, assez facilement dans les ballons de stockage.
Donc les avantages et inconvénients, parce que les avantages pardon du solaire thermique, c'est bien une énergie pérenne, gratuite, décarbonée. On le voit avec le schéma à droite en petite comparaison. Le soleil, ben forcément, c'est l'Argus de l'énergie, c'est 0 € hein, sur l'énergie disponible, on la paye pas. Ce qu'on va rembourser forcément, c'est l'installation. Donc le coût du prix de l'énergie est maîtrisé sur la partie solaire. Il faudra bien prendre en compte que le solaire fonctionne bien mieux en période estivale, donc c'est bien une production à lisser sur l'année. On est sur une durée de vie des panneaux de 30 ans, voire même plus. 30 ans, c'est une moyenne. Comme j'ai dit, c'est des panneaux, c'est low-tech, donc ce qui va dégrader le panneau, ça va surtout être l'isolant ou l'eau glycolée, mais l'eau glycolée est normalement changée assez régulièrement et contrôlée. C'est des panneaux qui sont bien sûr recyclables à 90%. Comme j'ai dit, il y a du verre, du cuivre et de l'isolant. C'est assez facile. Donc forcément, ça va contribuer à la réduction de la consommation d'énergie fossile, réduire les impacts CO2 de l'entreprise et indirectement forcément gagner en termes d'image et de marketing de la part de l'entreprise, ce qui va et aussi, comme je l'ai dit, le solaire thermique, c'est une technologie qui est produite en Europe. On a une usine aussi dans le Grand Est, à Folquemont, chez le constructeur Viessmann. Donc ça favorise aussi fortement le développement de l'emploi local, ce qui nous est cher, nous, en tant que région. L'idée aussi, c'est surtout de sécuriser le coût de la chaleur consommée. On sait que le prix de l'énergie fluctue énormément, surtout en période de tension comme on les connaît actuellement. Et là, l'idée, c'est d'avoir des investissements à vision moyen-long terme, comme je l'ai dit, 30 ans, avec une chaleur qui sera produite sur place, consommée sur place, et donc non délocalisable. On a quand même une maîtrise de ce qu'on consomme et de ce qu'on produit. Ce qui réduit forcément la facture énergétique en se substituant aux énergies fossiles et ce qui permet une maîtrise des risques, la fluctuation du prix de l'énergie fossile, comme je l'ai dit juste avant. Sur le dimensionnement et les points de vigilance, parce que le solaire thermique, comme je l'ai dit, on peut pas le réinjecter dans un réseau, donc il faut bien le dimensionner, il faut bien répondre aux besoins. Donc il faut un besoin de chaleur constant à l'année, et encore mieux s'il est plus l'été, en période estivale forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est surtout connaître ses besoins maximum en période estivale, lorsque le solaire thermique produit le plus. L'idée, c'est pas de couvrir toute la production en hiver, mais bien de couvrir le maximum de production en été, quitte à beaucoup moins produire en hiver, parce qu'on va trouver un rendement une efficacité au solaire thermique à l'année comme cela. Et du coup, dimensionner l'installation en fonction de cette période d'ensoleillement maximum. Attention, bien sûr, à ne pas surestimer ses besoins, sinon on va avoir des panneaux qui vont surchauffer ou des stockages, des ballons de stockage surchargés. C'est pas ce qu'on cherche. Et du coup, le stockage, comme on le voit à droite, comme il peut être à droite, avec cuve en acier isolé, système de stratification, forcément, ils peuvent être de plus ou moins grands. Ça va de quelques centaines de litres, milliers de litres, à plusieurs milliers de mètres cubes carrément. Donc l'idée, c'est de déphaser la production. Donc avec un lissage entre production et consommation, on peut consommer jusqu'à quelques jours de cette chaleur produite, avec un usage du coup différé de la chaleur sur plusieurs heures, jours, comme je l'ai dit, et du coup optimiser la production solaire en évitant les pertes. L'autre idée, c'est bien d'optimiser le rendement de l'installation, donc ça, dans tous les cas, le développeur ou le bureau d'études devra vérifier cela, mais c'est toujours important de le rappeler, l'orientation au plein sud, le maximum au plein sud, avec une inclinaison à 45 degrés. L'idée, c'est de capter au maximum l'hiver, du coup, mais aussi, surtout, on est sur des panneaux qui n'ont pas besoin d'être nettoyés, ils sont auto-nettoyés, entre guillemets, justement, avec cette pente à 45 degrés. C'est plus facile d'entretien niveau extérieur, je parle, que le photovoltaïque, dans le sens où il n'y a pas de nettoyage normalement à prévoir. Bien sûr, l'absence de masque et adapter forcément le solaire thermique aux usages de chaleur estivaux. Pour la partie du coup solaire thermique plus industrie, c'est la thématique aujourd'hui forcément. Donc comme j'ai dit avant, le solaire thermique c'est pertinent
mais c'est pertinent surtout pour répondre aux usages de chaleur basse température. Basse température en industrie, on est en dessous de 100 degrés. Faut savoir que c'est 30% environ des besoins de chaleur industrielle. Il y a plusieurs procédés distincts au sein même d'une entreprise, d'un site industriel, pardon. Donc il y a forcément différents régimes de température. Comme on va le voir plus tard, on n'est pas un site industriel n'a pas besoin d'une chaleur à 182 degrés constante, peut-être pour un procédé, mais pas pour tous ces procédés. Donc le solaire thermique qui va être pertinent pour répondre aux besoins de basse température avec le régime d'appoint, mais aussi en préchauffage aux besoins de température plus haute, on le verra juste après. Donc les procédés facilement, on va dire, sur lesquels le solaire thermique s'intègre plus facilement, on va être sur du séchage, l'atomisation, la cuisson, pasteurisation, nettoyage, lavage forcément, et sur les besoins plus classiques, entre guillemets, d'eau chaude sanitaire, pour les vestiaires, la restauration, etc., sur les sites industriels. Le petit schéma à droite est très intéressant, c'est Newit qui le met à disposition sur le site internet, qui donne des exemples du coup de niveau de température différents suivant les procédés industriels. En agroalimentaire, on le voit, on est, enfin sur tout ce qui est nettoyage, on est en dessous de 100 degrés, parfait pour le solaire thermique. En agroalimentaire, entre le séchage, l'atomisation, ça peut être très très large, donc ça peut aussi être pertinent. Sur le textile, on est en dessous de 100 degrés. Donc voilà, il y a beaucoup d'applications possibles. Et ça me fait amener à la dernière slide sur le solaire thermique en industrie, donc un petit cas pratique qui est très light, mais qui permet justement de pouvoir se projeter un peu sur la gestion de température sur un site de transformation agroalimentaire. C'est un petit exemple qui a été pris par Newit que j'ai reformulé un peu ici. Donc sur un procédé en agroalimentaire, il y a 3 procédés. Il y en a sûrement plus, mais j'ai pris ces trois principaux: la cuisson, la pasteurisation et le nettoyage. Donc la cuisson part du principe où il y a un besoin de 160 degrés avec four à échangeur vapeur. Dans un moyen de production assez classique, on va aller sur une chaudière classique, du coup, énergie fossile, qui va produire une vapeur à 180 degrés, qui va fournir dans ses échangeurs vapeur pour arriver à 160 degrés pour la cuisson. Et pour la pasteurisation et le nettoyage, où on a un besoin de 90 degrés et de 62 degrés, on va utiliser en fait cette même chaudière, cette même production de vapeur à 180 degrés, mais on va la dégrader pour arriver à la température souhaitée. Donc on va la dégrader avec une source froide. Là, il se pose plusieurs problèmes. Donc là, le premier, c'est qu'on va produire une seule fois à 180 degrés pour tous les procédés. Donc on centralise le moyen de production, ce qui peut être intéressant de centraliser, mais pour un tel écart de degrés, est-ce que c'est vraiment pertinent? Donc c'est un peu bête de produire de la chaleur à 182 degrés pour des besoins à 90 ou 62 degrés. L'autre chose, c'est surtout la dépense énergétique pour la production, comme je l'ai dit, mais aussi la dépense énergétique pour l'abaissement de température. Si on ne vient pas valoriser cette chaleur perdue, cette perte thermique, du coup, comme on appelle chaleur fatale, c'est vrai qu'il va y avoir énormément de pertes thermiques et du coup, ça va pas forcément être très intéressant, même niveau économie, forcément de chauffer une eau si haute pour un besoin si bas. Donc avec l'utilisation d'énergie renouvelable ou de récupération là sur le solaire thermique, il y a plusieurs options. Je l'ai pris très largement. La première option, c'est tout simplement de préchauffer cette vapeur d'eau qui doit monter à 180 degrés avec le solaire thermique. Donc au lieu d'arriver à une température ambiante ou une température de 10 degrés pour monter à 180, on va commencer à 30, 40 degrés, voire même plus, en période estivale forcément. Donc on aura moins besoin d'énergie fossile ou de bois énergie. Et sur le poste pasteurisation et nettoyage, l'idée c'est que le solaire thermique prenne en charge la totalité avec l'énergie d'appoint, donc d'utiliser un autre moyen de distribution via le solaire thermique, parce qu'on est sur des températures qui peuvent largement être couvertes par le solaire thermique. Donc il y a quand même quelques adaptations à faire. L'idée c'est déjà de prioriser les procédés en basse température avec le solaire thermique, c'est d'adapter les systèmes de production en fonction des différents niveaux de température, comme on l'a vu, le solaire thermique pour la pasteurisation et le nettoyage. Et c'est aussi d'alimenter chaque procédé avec la température bien ciblée, pas d'arriver avec 180 degrés et descendre à 62 degrés, mais directement arriver avec 62 degrés ou 90 degrés grâce à l'appoint.
Et ça va aussi enfin, il va aussi falloir, pardon, adapter les heures de fonctionnement des procédés avec les heures de production d'énergie. Donc, au lieu de peut-être de fonctionner plus en période hivernale, essayer peut-être plus produire l'été, plus produire la journée lorsque ça fonctionne. Donc voilà, il y a quand même quelques adaptations à faire, plus d'ingénierie, mais au final, on s'y retrouve. Climaction, je reviens du coup sur le programme, sur comment nous, on aide le solaire thermique, les études et l'investissement. Alors il faut savoir que Climaction, il y a un guichet unique, tout se passe sur le site Climaction et ensuite vous êtes redirigé soit en maison de région, soit vers l'ADEME, suivant votre projet. Donc pour les projets inférieurs à 75 mètres carrés, la maison de région sera en charge de l'instruction du dossier. Donc pour l'étude, pour les grandes entreprises, on est à 50% d'aide maximale. Pour les moyennes entreprises, 60% d'aide maximale, avec 3500 pardon, oui, d'euros d'assiette maximum par bâtiment étudié. Sur l'investissement, les grandes entreprises, on est à 45% d'aide maximale, les moyennes à 50%, et le plafond d'aide du coup est plafonné, pardon, l'aide est plafonnée à 1500 euros hors taxe par mètre carré du montant éligible. Au-dessus de 75 mètres carrés, ça va être des dossiers ADEME, du coup sous les règles du fonds chaleur, donc entre 75 et 1500 mètres carrés. L'étude pour les grandes entreprises, elle est couverte à 50%, les moyennes entreprises à 60%, les petites entreprises à 70%. Je vous invite quand même à aller voir leurs dispositifs parce qu'ils sont assez chargés et il y a pas mal de choses à prendre en compte et je les connais un peu moins, ils y sont plus durs en tout cas à résumer dans un tableau comme celui-ci. Et sur l'investissement, du coup sur les règles fonds chaleur, on est sur une aide forfaitaire ici, donc une aide forfaitaire sur la production à 63 euros par mégawattheure produit solaire utile sur 20 ans. Et sur les installations supérieures à 1500 mètres carrés, ce qui peut, enfin, ce qui est utile du coup en industrie et en réseau de chaleur. Donc c'est aussi l'ADEME, mais là il va falloir attendre un appel à projet de grandes installations solaires thermiques et du coup avec des règles spécifiques. Voilà. Les ressources, deux, trois petits mots. Déjà, il y a Socol, solaire thermique collectif, Socol, une initiative de Nerplan, avec beaucoup de ressources, livrets techniques, fiches d'opération exemplaires. Je vous invite à aller voir. Nuit qui est un développeur aussi, mais Nuit, ils ont un blog très intéressant, notamment sur l'utilisation de la chaleur solaire en industrie. Ils ont quelques réalisations de très grandes installations. On est uniquement sur des très grandes installations, bien sûr. Et ensuite Climaction, donc forcément, je vous invite à aller sur le site Climaction, notamment pour voir les aides. J'ai mis le petit lien sur les aides solaires thermiques, la fiche ADEME aussi au fond chaleur sur la filière solaire thermique en entreprise, et les dispositifs ADEME sur l'installation et l'étude de faisabilité de l'installation, des installations solaires thermiques. Tout petit dernier mot sur les journées portes ouvertes qui arriveront du 24 mars au 7 avril. Vous aurez plus d'informations sur LinkedIn, etc. L'idée, c'est de pouvoir visiter du coup des installations de production d'énergie renouvelable sur votre territoire. Donc, je vous invite à faire un petit tour sur les sites ici ou dans tous les cas, vous verrez passer aussi l'information sur LinkedIn. Je vous laisse aussi mes coordonnées, vous le retrouverez sur le diaporama. Je vous laisse me contacter si vous avez des questions, etc. En parallèle aussi à Salem. Euh, et voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la main à mon collègue. C'est nous qui te remercions, Noé, pour la qualité et la clarté de toutes tes explications. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la main à Jean-Yves, donc Jean-Yves Peugnot, donc chargé de développement chez Sunoptimo. Jean-Yves, si tu peux allumer ton micro, et c'est à toi. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Je vais partager l'écran. Voilà, on t'entend très bien, Jean-Yves, impeccable. Très bien, tant mieux. Et on voit très bien ton écran également. Super. Donc bonjour à tous. Je fais partie moi de Sonoptimo. C'est une société belge qui est basée à Namur et qui fait partie elle-même du groupe Sirius, qui est une société elle française et basée à Montpellier. On est spécialisé dans tout ce qui est collectivité, industrie et élevage, et donc on fait principalement du solaire thermique.
pour ces différentes entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler du solaire thermique dans l'industrie spécifiquement, avec deux cas bien spécifiques qu'on va parcourir. Ce qu'on recherche finalement quand on investit dans une installation solaire thermique, c'est à faire des économies par rapport à un système classique. Et donc, on va cibler dans l'industriel de 30 à 50% par rapport à un besoin ciblé. C'est-à-dire que on va, par exemple, prendre une partie du besoin de chaleur d'une entreprise. Si on reprend les exemples de Noé, on peut se focaliser, par exemple, sur le lavage et essayer de faire 30 à 50% de cette partie lavage avec du solaire thermique. Le but est évidemment de réduire le coût aussi du mégawattheure sur les 25 prochaines années et de lisser ce coût, de le fixer et de ne plus être sujet aux évolutions du prix du gaz ou du prix du pétrole ou de l'électricité suivant la méthode de chauffe qu'on a dans le process. Avec une fiabilité à long terme, on parle ici d'installations qui sont faites pour durer 25 ans, 20 à 25 ans. On a deux systèmes qui sont les plus répandus. Ça va être l'installation au sol. Donc là, on a des structures qui sont installées sur le sol et des tuyauteries qui vont cheminer jusqu'à l'utilisation à l'intérieur du bâtiment. Et des systèmes en toiture où, dans ce cas-là, on a un système, les capteurs sont montés en toiture et le stockage, etc., sont installés à l'intérieur du bâtiment. Le premier cas que je vais vous montrer, c'est une station de lavage de camions. Donc, on lave ici des citernes de camions qui transportent des poudres alimentaires. C'est une installation ici au sol. Le deuxième exemple sera une installation en toiture. Donc ici, le besoin de cette industrie était de 70 mètres cubes d'eau chaude par jour consommée à 80 degrés. On se chauffe ici au gaz. On paye le gaz à peu près 80 € le mégawattheure et la consommation annuelle est de 1400 mégawattheures. Les coûts annuels de gaz, à peu près 115 000 € et on a basé le dimensionnement sur la production d'environ 550 mégawattheures annuels avec ce qui représente à peu près 40% de la consommation. Donc voici le type de citerne qui est lavé dans cette entreprise. On a donc des camions qui se présentent avec des citernes alimentaires et qui doivent nettoyer ces citernes à chaque fois qu'ils ont vidé la citerne chez l'industriel qui est à côté. Ils doivent la laver avec de l'eau à 70 degrés minimum. Donc on a une grande consommation d'eau. La première chose, quand on a une installation au sol à réaliser, c'est de s'assurer qu'on a bien du foncier disponible à disposition à proximité de l'industrie. Et donc ici, c'était le cas. On avait une belle bande enherbée juste à côté de l'entreprise, ce qui rendait le système solaire au sol possible. Et donc on a basé le projet avec un avant-projet qu'on a dessiné avec un projet en 3D, une étude de faisabilité qui doit être réalisée obligatoirement pour déterminer les besoins, pour également faire le dimensionnement le plus adéquat et surtout prévoir l'économie qui va être engendrée par la suite et pouvoir évidemment monter tout un plan financier par rapport à cette installation et aux économies qui vont être attendues pour les 20 ou 25 prochaines années. Ici, on a d'office aussi recours à un bureau d'études qui est indépendant et qui va faire cette étude pour l'industriel. Cette étude est, comme l'a dit Noé, financée par l'ADEME. Elle est utile aussi par rapport aux aspects réglementaires qu'il y a à côté de l'installation. Par exemple, ici, on avait une piste d'aérodrome juste à côté de l'installation. On la voit entourée, on voit les sites entourés en rouge en haut et la piste qui traverse l'écran. Ça, c'est une contrainte urbanistique qui est relativement importante et qu'il faut lever dès l'avant-projet
pour éviter d'avoir des surprises par la suite et se lancer dans le projet et puis se voir refuser son permis parce qu'il y a une contrainte qui n'a pas été anticipée. Une fois que tout ça est fait et sur les rails, on peut commencer donc l'investissement et les travaux, avec ici des tranchées, des pieux battus qu'on a enfoncés dans le sol. Ici, ils font 3 mètres de profondeur. On les a renforcés avec un peu de béton sur le dessus. Ensuite viennent se monter les structures primaires. C'est ici des structures en acier galvanisé avec des rails en aluminium qui viennent compléter donc le dispositif de façon à accueillir les capteurs. On voit aussi en dessous de cette structure un container. Ce container en fait contient la station solaire. Donc il y a une pompe, un échangeur, un système en auto-vidange et des ballons de stockage. On le verra plus tard dans la présentation. J'ai inséré le schéma qu'on pourra parcourir. Et donc une fois que cette structure est montée, on peut installer les capteurs directement donc sur la structure. Ici, on avait 6 rangées de capteurs de haut pour une installation qui fait un peu moins de 1200 mètres carrés de capteurs. Chaque table faisant, donc il y a 4 tables ici, chaque table faisant 300 mètres carrés. Donc ça, c'est la vue des capteurs. Et si on prend la vue arrière de l'installation, on remarque bien chaque conteneur qui est indépendant et qui va assurer la production et donc la distribution dans les panneaux du fluide qu'a le porteur qui va venir échanger sa chaleur avec l'échangeur qui est dans les conteneurs et qui va donc donner cette chaleur au ballon de stockage. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais sur la droite de l'image, vous avez ici une tuyauterie qui monte. Voilà, qui monte et qui fait une équerre ici. L'échangeur est à l'intérieur de la station de lavage. Au niveau du schéma, on a un schéma où par container, donc par table de 300 mètres carrés, on a 120 capteurs. On a à chaque fois des ballons de 3300 litres, donc ce qui fait à peu près 10 mètres cubes de stockage. Ici, on voit une bouteille de drainage. Ça permet de ramener le fluide de l'installation en bas dans la bouteille et de mettre les capteurs sous air, ce qui permet d'éviter la surchauffe si vous avez les ballons qui sont déjà chauds ou par exemple une panne de courant qui ferait que les capteurs sont toujours au soleil et il n'y a plus de circulation à l'intérieur. À ce moment-là, ils montent à 200 degrés, il y a vaporisation et donc ça poserait problème. Pour éviter ça, on ramène tout le fluide à chaque arrêt de la pompe à l'intérieur de cette bouteille de drainage que vous voyez ici dans le bas et qui va servir aussi de vase d'expansion une fois que l'installation fonctionne. Donc, ici, on a la station d'échange avec une pompe primaire, une pompe secondaire, un échangeur à plaque dans chaque container, et puis un échange secondaire qui, lui, va ici aller chercher l'eau dans les ballons et l'amener à l'échangeur qui se trouve à l'intérieur de la station de lavage. Donc, comment ça se passe rapidement? Quand on est à l'arrêt, la bouteille ici est pleine de fluide, les capteurs sont sous air. On a de la chaleur, les sondes ici détectent que la chaleur arrive sur les capteurs, la pompe P1 va se mettre en marche, va envoyer le fluide dans les capteurs. Via un effet de piston, l'air va être chassé et revenir dans la bouteille de drainage. Et à ce moment-là, on circule uniquement. Alors, on a eu un petit Ouais. souci. On a notre interlocuteur qui a disparu. Bon, ce n'est pas très grave. J'en profite peut-être à ce moment-là pour une petite question, Noé. Est-ce que on voit que c'est une technologie, tu le disais, relativement, enfin tu parles de low-tech, on peut dire relativement simple. Pour autant, c'est pas simpliste. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle, on en parle si peu? Alors, Ou est-ce qu'on en voit très peu?
Ouais. Oui, alors déjà low-tech, faut bien, ça peut être très péjoratif ou mal vu, hein. Low-tech, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fini. Ça veut dire qu'on peut le faire sans technologie, sans semi-conducteurs, sans technologie très importante, comme on l'avait vu, hein. C'est euh, c'est assez simple. Après, c'est quand même une technologie qui fonctionne depuis des années. Et comme on l'a vu aussi au Danemark, qui fonctionne depuis des années au Danemark ou dans les pays nordiques. Euh, Est-ce que tu peux répéter ta question, pardon? Ouais, Je me suis un c'était peu en fait, perdu. c'était essayer de savoir un peu parce que on voit que ça s'adresse. Nous, on fait beaucoup d'industrie, Hmm. par exemple. On voit que les seuils de température, tu vois, généralement, ça vacille à peu près à 85 degrés, les besoins de température. On voit encore beaucoup de Je vais vapeur, essayer comme de tu as. mieux vous. Comme, voilà, Lucie, attention, on t'entend. On voit encore beaucoup de vapeur, comme tu le disais, pour alors de la vapeur dégradée, alors qu'en Hmm. fait, on pourrait très bien avoir de la chaleur. Et finalement, quels sont les freins, tu vois, qui étonnamment empêcherait, selon toi, l'industriel d'aller sur cette technologie à la fois simple, Hmm. efficace et qui répond à vraiment de la décarbonation. Voilà. Est-ce que vous me Jean-Yves, tu es de revoyez? retour. Oui, Alors, donc Ouais, je je pense réponds que j'avais rapidement à une. la question. Oui, vas-y. voilà. Ouais. Alors Jean-Yves, il y a juste Noé qui répond rapidement à la question et puis on reprend Oui, avec ok. toi si tu veux bien. Oui, Alors pardon. pour moi, ma vision, hein, c'est le fait que ben, on est allé sur ce qui était le plus simple et le plus efficace, c'est-à-dire des chaudières énergie fossile. On le remplace maintenant par du bois énergie et on se posait pas la question jusqu'à maintenant sur comment on consomme et comment être le plus efficace sur les besoins de chaleur et comment adapter ces besoins de chaleur avec la production. Parce que le prix de l'énergie, parce que c'est aussi ce qu'on Hmm. savait faire et ce qu'on a fait jusque maintenant. Là, c'est vrai qu'on se repose un peu la question, comme on l'a dit avec le prix de l'énergie, la guerre en Ukraine a fait quand même beaucoup poser ce genre de questions. Du coup, la simplicité, c'est entre guillemets de revenir sur du bois énergie parce qu'on va répondre aux mêmes besoins. On va produire comme de l'énergie fossile avec du bois énergie, une température haute et comme on l'a vu, dégrader ensuite la chaleur pour répondre aux besoins. Et je pense que c'est plus une question d'habitude et d'ingénierie, entre guillemets, de repenser comment fonctionner, repenser aussi repenser ses procédés, Ouais. comme on l'a vu juste avant, repenser ses procédés et que ce soit bien plus efficace par procédé. Donc je pense que c'est vraiment ça le frein, c'est qu'on n'ose pas encore y aller. Il y a aussi l'autre frein où on met du photovoltaïque. Il y a de la concurrence, même si c'est pas la même technologie, il y a de la concurrence. Il y a aussi un manque de connaissances entre le photovoltaïque et le solaire thermique. Quand on parle solaire, on parle directement photovoltaïque, directement électricité. Et c'est vrai que le photovoltaïque, il y a quand même ce côté simple où lorsqu'on produit trop, on réinjecte. Le solaire thermique, il y a besoin de plus d'études, mais une fois que tout est bien dimensionné, ça fonctionne très bien et comme on l'a vu, ça a un rendement bien supérieur au photovoltaïque. Et on est sur des technologies qui sont vieilles. Je veux dire, le Danemark, par exemple, hein, je reprends toujours cet exemple, mais c'est en Europe le meilleur exemple. Ils ont du solaire thermique sur leur réseau de chaleur depuis les années 90. On est sur des Oui. technologies qui ont plus de 40 ans, 50 ans, certaines Mature. installations Voilà. matures, voilà. Et ça fonctionne pas que dans les pays du Sud, et les pays du Sud, mais on le sait aussi, hein, lorsqu'on descend en Afrique, par exemple, il y a énormément de solaire thermique, mais avec des fonctionnements différents pour chauffer directement l'eau au-dessus, en fait, au-dessus de la douche, hein. Voilà, c'est quelque chose d'aussi simple que ça, juste on est arrivé sur une technologie D'un encore plus usage. mature, voilà, qui est aussi efficace, même dans les pays où il y a moins de soleil maintenant. Voilà. Ok, merci beaucoup, Noé. Jean-Yves, si tu veux repartager, super. Voilà, on était plongé dedans, donc on reprend Euh, le fil avec toi. Voilà, très bien. Donc, euh, excusez-moi pour cette interruption. Donc voilà, on a ce circuit primaire qui va aller charger donc les trois ballons, et ces trois ballons vont se décharger via cette pompe à travers un opticube qu'on appelle le link, qui va rejoindre tous les différents containers vers l'alimentation en usine, dans l'usine donc de la chaleur qui va être donc consommée dans chaque tête de lavage qui va nettoyer ces camions et ces citernes. Au niveau du récapitulatif de cette installation, 1200 mètres carrés, comme je disais, 480 capteurs, donc 4 fois 120, à peu près 40 mètres cubes de stockage. On est sur 40% de fraction solaire. La fraction solaire, donc c'est ce qui est apporté au process, pour un coût
investissement de 950 000 € à peu près. Ici, on est dans la région Hauts-de-France, donc ça donne un forfait finalement de 1 250 € par mégawattheure produit, avec un maximum à 65% de l'investissement. Et donc, finalement, on est sur un reste à charge d'à peu près 330 000 € pour un temps de retour estimé aux alentours des 7 ans. Alors ça, évidemment, c'est un peu... il faut une boule de cristal pour se dire, OK, est-ce que l'énergie va plutôt augmenter ou diminuer, etc. On a plutôt tendance à voir qu'elle a la fâcheuse justement tendance à augmenter ces dernières années. D'autres exemples, par exemple d'installations au sol, ça peut être des installations avec 3 capteurs de haut, des installations plus sur de l'élevage par exemple. On peut passer maintenant, je crois qu'il reste peu de temps, mais donc à Oui, l'installation. 5 minutes si tu as, hein, si tu veux Oui, bien. Ouais, c'est bien, super, ça va aller en 5 merci. minutes. L'installation en toiture, ici d'une blanchisserie interhospitalière, c'est en Bretagne, à Caudan. Ici, on a 300 mètres carrés de capteurs qui sont installés sur la toiture de l'établissement et la chaufferie accueille les ballons de stockage et le système de station solaire. Là, on a 32 mètres cubes de consommation d'eau chaude par jour à 50 degrés. C'est une blanchisserie, donc on voit très bien, on visualise très bien. Il y a 3 tunnels de lavage. L'énergie ici était un peu plus chère, 93 € du mégawattheure. On vise, pareil qu'avant, 41% de la consommation de gaz avec les capteurs. On avait une toiture disponible qui était en relativement mauvais état. C'est-à-dire que ici, on a d'abord eu un plan de réfection de la toiture de façon à pouvoir installer les capteurs sur une toiture qui est neuve. Et on les a installés sur des plots, comme on voit ici, qui font 80 cm de haut, ce qui permet de refaire la toiture dans peut-être 10 ou 15 ans si ça le nécessite. On n'a pas besoin d'enlever les capteurs à ce moment-là pour refaire la toiture, puisque on peut circuler en dessous assez facilement, et donc on a des remontées d'étanchéité sur chaque plot qui sont réalisées en même temps que la toiture. Donc voilà comment ça se passe. Ici, on a des tables de 3 capteurs de haut en horizontal. C'est toutes les mêmes tables de façon à bien équilibrer le champ de capteurs. Ici, on a 125 capteurs, ce qui fait 308 mètres carrés. Ils sont tous raccordés en parallèle. Et donc, on a une tuyauterie qui va collecter la chaleur dans toute l'installation et la ramener au ballon solaire qu'on va apercevoir tout à l'heure. Donc ici, c'est la station solaire. Donc là, on a un échangeur à plaques, on a une pompe qui va faire circuler du fluide dans l'installation de façon à aller chercher la chaleur dans les capteurs. Là, on a le ballon de drainage qu'on visualise bien, qui ici est un ballon de 1000 litres. Donc ce ballon va évoluer en fonction de la taille de l'installation. Si on a une plus grande installation, il faudra un plus grand ballon. Si on a une plus petite, il faudra un plus petit ballon. Et donc, une fois que cet échange est réalisé avec le ballon de stockage, qui est lui dans une autre pièce, on a sur chaque tunnel une installation d'eau chaude instantanée. Donc ici, on voit clairement un autre échangeur qui lui va accueillir de l'eau froide par ce tuyau-ci et reprendre ici de l'eau chaude par le tuyau qui est opposé là-bas, et donc alimenter les tunnels de lavage qui, eux, prennent le linge, le prélavent, le lavent et le rincent avant d'arriver au séchage. Et donc, voilà, on est sur ici 3 installations de stations instantanées. Donc, pour revoir le schéma ici assez simple, on a le circuit primaire qui va chercher dans les panneaux, revient par le système de drainage et amène ici à l'échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques qu'on a vu donne sa chaleur à 2 ballons de 15 mètres cubes. Donc ici, on a 30 mètres cubes de stockage. Et ces ballons de stockage, qui sont des ballons en eau technique, vont aller chaque fois alimenter des échangeurs individuels pour chaque tunnel de lavage, qui, eux,
vont venir puiser avec leur eau froide et arriver avec de l'eau chaude directement ou préchauffée pour aller attaquer le lavage des des différents tunnels. Au niveau installation, on est donc sur 308 mètres carrés, 125 capteurs, on a 30 000 litres de stockage, une fraction solaire de 41%, un investissement à peu près de 450 000 euros qui a été financé à hauteur de 258 000 euros par l'ADEME, ce qui laisse un reste à charge de 191 000 euros avec une économie de 20 000 euros par an. C'est à peu près 9 ans et demi de temps de retour si le gaz n'augmente pas les prochaines années. Et donc ça, c'était pour vous présenter un projet plus global sur 2 types de consommation. Et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est nous qui te remercions, Jean-Yves. Merci. Merci beaucoup. Super. On a pas mal de questions. Jean-Yves, je vais commencer je vais avoir une question de Ronan concernant le coût chaleur du gaz du site que tu as présenté, le premier site. Est-ce que c'était en PCS? Oui, c'est donc c'est le prix du gaz oui. Oui. Ok. Alors, je vais reprendre des questions concernant. Ouais, vous m'entendez? Oui. Concernant, alors, je crois qu'on a un tout petit souci caméra, mais c'est pas grave. Concernant les OPEX, on va continuer comme ça. Coût d'entretien et de l'installation. Alors ici, on a un entretien. Les capteurs ne nécessitent pas, comme l'a dit Noé, de beaucoup d'entretien. Sur la station de lavage, le premier exemple, il y a quand même un lavage des capteurs qui a été fait au bout de 3 ans. Parce qu'il y a une station d'épuration juste à côté qui émet quelques, on va dire il y a un film qui se dépose sur les panneaux et donc il y a eu un nettoyage nécessaire. Au niveau forcément des pompes, il faut regarder si les pompes fonctionnent bien, les filtres, etc. Donc on peut compter un entretien annuel d'à peu près, il faut compter entre 500 et 1000 euros par an si on n'a aucune pièce à changer. Sur la durée de vie de l'installation, on va changer certainement une fois les pompes, éventuellement avoir un remplacement de la régulation si on a un orage ou quelque chose du genre. Mais c'est des pièces qui finalement coûtent peu par rapport au total de l'installation. Ce qui coûte beaucoup finalement dans l'installation solaire thermique, c'est les capteurs. Et donc les capteurs, eux, c'est une vitre, un caisson avec de l'isolant derrière. On est sur la durée de vie d'un Velux et d'un radiateur, quoi, en gros. Hein. C'est à peu près. Je rebondis, tu parles de radiateur. Est-ce qu'il y a une modification des émetteurs à prendre en considération? Est-ce qu'il faut changer la taille des aérothermes ou est-ce que c'est les volumes de température qui sont à vérifier et qui permettent? Ouais, donc il y a en général pas d'adaptation au process, c'est-à-dire que on va se mettre en série avec le process existant. Donc si on est sur de l'eau, on va arriver avec de l'eau sanitaire plutôt que d'arriver directement dans le ballon d'appoint qui est existant, on va passer d'abord par le solaire, prendre ce qu'il y a à prendre dans le solaire et puis ce qui est préchauffé ou déjà chaud arrive dans le ballon d'appoint qui lui va faire l'économie puisque l'eau sera déjà chaude, la chaudière ne se mettra pas en circulation. Quand on est sur de l'air, on va installer une batterie chaude avant la batterie chaude existante, de façon à préchauffer l'air avant qu'il arrive sur la batterie qui est sujette à la pointe. Et donc, on essaye en tout cas le moins possible de changer le process. Donc, en général, on n'y touche pas, c'est-à-dire qu'on va se mettre juste avant en série avec une alimentation, soit en eau, soit en air. Ok, super. Et du coup, une question de Sarah. Donc, quelles sont les contraintes réglementaires en lien avec les fluides caloporteurs, s'il y en a? On parle souvent de glycol quand on parle de solaire thermique. Est-ce que voilà. Oui, donc Noé, je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, ici, nous, on n'a pas eu on fait une demande. Alors, j'ai du mal avec moi, je suis belge, donc les abréviations françaises, j'ai un peu du mal. ICPE? Oui, mais Je sais, ICPE, je sais pas. la plupart des sites sont en ICPE, mais il y a
un organisme qui fait le contrôle de tout ça. C'est pas la DRIR, j'ai un truc comme ça avec Dreal. Réal. la DREAL peut-être. Ouais. Ouais. Donc ça, on a soumis à chaque fois. Et le glycol, en fait, est alimentaire et c'est du monopropylène glycol. Donc, on n'est pas sur de l'éthylène glycol qui est plus agressif. Et donc, pour l'environnement, a priori, en tout cas, nous, on n'a jamais eu de contrainte à ce niveau-là. Ok. Merci. Alors, on continue. Alors, je suis désolé, je les prends peut-être un peu dans le désordre. La durée de vie des panneaux, on y a répondu. Une question de Franck. Les panneaux sont-ils plus lourds que les panneaux photovoltaïques? Et quel type de toit est le plus adapté? Quel type de toit n'est pas adapté du coup? Et quid des assurances qui posent une grande question d'ailleurs, les assurances sur le photovoltaïque. Alors, En effet. est-ce que... Alors, donc, ils sont plus lourds, un petit peu plus lourds. C'est-à-dire qu'on va être sur, on est un panneau de 2,45 mètres carrés, pèse une cinquantaine de kilos. On a un peu de structure, etc. Donc, vous allez être entre 25 et 30 kilos par mètre carré de toiture. Les toitures, en général, peuvent être équipées. Maintenant, les toitures industrielles, parfois, sont trop light. Et à ce moment-là, on ne peut pas mettre le système en toiture. Et c'est pour ça qu'on développe quand même pas mal d'installations au sol. Ici, j'en ai montré une dans un terre-plein avec du gazon. Mais on peut aussi, on a développé des installations en ombrière, parce qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise, finalement, il y a un parking à proximité. Et donc, ça peut aussi se mettre en ombrière. Alors, il y a un petit surcoût, évidemment, pour l'ombrière, puisqu'il faut l'installer et prévoir au niveau du béton en dessous, des renforcements du parking. Mais c'est tout à fait faisable et ça se fait très régulièrement. Donc, s'il n'y a pas de possibilité en toiture, il y a toujours une possibilité au sol. Alors, au niveau des assurances, on n'est pas soumis aux assurances incendie comme dans le photovoltaïque, puisqu'il n'y a rien qui brûle dans notre installation. Les capteurs sont juste des tuyaux avec une plaque en acier, enfin en aluminium qui est soudée dessus, du verre et un caisson en aluminium avec isolé. Donc, on n'est pas du tout soumis à cette règle qu'on a pour le photovoltaïque qui augmente on va dire l'assurance à prendre pour sa toiture. Je me permets, je reviens juste sur la disponibilité de surface et de place. Vous avez bien montré qu'il est important d'avoir des volumes tampons pour l'efficacité du solaire thermique. Et donc, ce volume tampon peut être à l'intérieur, mais il peut être également à l'extérieur, hein. Tu nous C'est avais ça. montré. C'est juste un point de précision. Voilà, si vous n'avez pas la place à l'intérieur d'une chaufferie, sachez qu'il est possible de faire extérieur. Une question de Malika. Sur quels critères un industriel doit se baser pour choisir entre le solaire thermique et le photovoltaïque? On y a un petit peu répondu dès le départ, mais est-ce qu'on peut donner 2-3 petits tips Je vais prendre le début. Oui. Faut déjà bien étudier vos besoins. Quels besoins vous avez, électrique, chaleur, thermique du coup, du coup quand on va sur le côté thermique, à quelle température vous avez besoin. Forcément, comme on l'a dit, ça permet aussi de préchauffer certains process, mais c'est vrai que ce sera toujours plus efficace si vous avez un besoin de température qui est dans le cadre du solaire thermique entre 50 et 100 degrés, quoi. 100 degrés vraiment au maximum. Après, comme dit, on peut augmenter, on peut utiliser ce solaire thermique pour le préchauffage justement de certains process. Mais il faut vraiment bien utiliser, bien faire une étude des besoins. Il faut encore se dire que l'intérêt aussi, c'est peut-être de faire un mix énergétique. L'idée, c'est peut-être pas de choisir entre les deux, mais de choisir les deux. On n'est pas obligé de prendre toute sa toiture pour le photovoltaïque, comme on n'est pas obligé de prendre toute sa toiture pour le solaire thermique, parce que le solaire thermique, forcément, on n'aura pas besoin, suivant encore vos besoins, on n'aura pas forcément besoin de toute la toiture. Il y a un mix à faire, les deux peuvent être intéressants, et il n'y a pas de concurrence, puisque la seule concurrence, c'est la toiture, mais c'est le foncier. Oui, justement, ça se complète bien. C'est-à-dire que si vous avez une toiture qui est limitée et deux besoins, en général, il y a les deux besoins, il y a la chaleur et l'électricité, il vaut mieux mettre à ce moment-là le solaire thermique qui, on l'a vu, est un peu plus efficace au mètre carré pour faire la chaleur, et le photovoltaïque qui, lui, est dédié uniquement à l'électricité.
plutôt que d'utiliser toute la surface pour mettre du photovoltaïque et faire de la chaleur, notamment avec l'électricité qui serait produite. Là, on aurait une perte au niveau de la surface qui serait qui est mieux optimisée en mettant les deux systèmes. Se pose la question du fabricant, une question qui était revenue, fabricant français, est-ce qu'il y en a? Tu parlais de Viessmann tout à l'heure, Noé. Est-ce qu'on a des fabricants made in France? Ah ben, il y a Sirius qui est basé à Montpellier, qui est aussi fabricant, donc on fabrique aussi nos capteurs. En France, il y a Heliofrance aussi, qui fabrique un peu de capteurs. Et puis après, le reste, ça reste européen finalement, parce que les capteurs thermiques, contrairement aux photovoltaïques qui peuvent être empilés et puis réencapsulés ici en Europe, les capteurs thermiques, vous devez transporter beaucoup d'air. Et donc, l'air coûte cher. Transporter de l'air, ça coûte très cher. Du coup, les capteurs qui viendraient de plus loin sont pénalisés par le coût de transport, ce qui fait qu'ils ne sont pas compétitifs par rapport aux capteurs européens. Et c'est pour ça qu'on retrouve principalement des capteurs européens en Europe, des capteurs chinois en Chine, des capteurs américains aux États-Unis. Et voilà, que chacun reste plus ou moins sur son marché, puisque les coûts de transport pénalisent par rapport de façon native, quoi. Alors, on a encore quelques questions. Il arrive déjà 10 heures. J'en prends encore une ou deux. La question, on voit qu'il y a du tiers investissement qui est possible dans certains cas. D'ailleurs, comment estimer la quantité de chaleur à partir de laquelle je dis, bah voilà, là j'aurais besoin de passer sur un tiers investisseur, quantité de chaleur ou quantité d'investissement d'ailleurs. Ouais. Ben là, on peut donc, Noé a cité Nuit, il y en a d'autres, il y a Kyotherm notamment aussi. Eux commencent en fait, a priori, hein, je ne vais pas parler pour eux, mais je pense qu'ils commencent aux alentours de 10 mégawatts. C'est-à-dire que c'est une centrale de 10 mégawatts qui va pouvoir produire à ce moment-là de l'énergie et commencer. Donc, on est sur des projets à quand même plusieurs millions d'euros pour commencer à dire d'avoir du tiers investissement et voilà et pouvoir mutualiser le foncier et tout ce qui est autour du solaire thermique et qui a besoin d'être mis en place. Oui, tu es présent dans le webinaire, donc il pourrait éventuellement Voilà, peut-être voilà. apporter ce niveau de réponse. Ok. Une question, 10 mégawatts, ça ferait quelle surface? On vous demande des calculs, là, on rentre attention. On pourra calculer la surface. 10 mégawatts, tu peux peut-être le faire intervenir, mais Voilà. Et en attendant, on est sur à peu près 15 000 mètres carrés. 15 000 mètres carrés. Il y a Ronan de Newit qui répond à la question. Donc, voilà. nous avons un seuil de 10 gigawattheures PCS par an de consommation de gaz pour l'économie d'échelle d'approvisionnement des capteurs. Voilà. Voilà. Alors, on a à nouveau un tout petit souci technique de caméra. Je ne sais pas si on nous voit, mais ça va revenir. On te voit, t'es figé, mais on te voit. Et on t'entend. Voilà. Mais on est là. Alors, on continuera coûte que coûte. J'essaie peut-être de reprendre une dernière question. Peut-on envisager d'utiliser le solaire thermique pour répondre à des besoins de chauffage de bâtiments en mix avec une autre solution de type PAC? On y a un peu répondu. J'élargirai un petit peu la question de se dire, est-ce que finalement, quand j'envisage du solaire thermique, c'est forcément dans un mix énergétique et pas dans une solution de couverture à 100%? Ah oui, ça, on ne pourra pas ici, sous nos latitudes, faire 100%, ça c'est certain. Oui. Donc d'office, il faudra un appoint. La question de l'appoint se pose. Après, est-ce que on est sur du gaz? Est-ce qu'on est sur de la pompe à chaleur haute température? Tout est possible, tout est étudié. Et c'est en général au bureau d'études de quantifier un peu les choses et de conseiller l'industriel finalement dans le meilleur choix possible. Voilà. Je rebondis très rapidement, il y a des technologies qui existent, la technologie solaire thermique du coup souple, des capteurs souples liés à des packs justement pour pas chaleur. Ils proposent du coup des solutions où montent en température l'eau à 30 degrés justement. L'intérêt du capteur souple, c'est que il est moins lourd pour la structure, forcément pour la toiture, qui a beaucoup moins d'entretien.
et qu'il n'y a pas de problème aussi de surchauffe des panneaux. Voilà. Il y a aussi, je sais qu'il y a aussi des technos qui recouplent justement la pompe à chaleur et le solaire thermique pour justement préchauffer. Justement, Euh, ouais. voilà. Donc ça, c'est Un peu à intéressant. l'idée de la géothermie. Voilà. Un peu à l'idée de la géothermie. Eh ben, très belle transition, Noé. Merci Jean-Yves et merci Noé. Moi, je vais juste continuer. Donc, on va arrêter sur les questions. Désolé, il y a encore beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. On y répondra par mail avec grand plaisir. Bien sûr. Sachez que pour vous accompagner, on en a un peu parlé, il faut être efficace énergétiquement. C'est la première on va dire, premier des critères avant de penser énergie renouvelable. Euh, pour cela, la CCI vous accompagne à travers plusieurs visites. Donc la visite énergique est un diagnostic de premier niveau permettant donc justement de faire une photographie de de vos installations, de votre efficacité énergétique et de voir comment gagner des kilowattheures et gagner des économies. Ensuite, on a une visite énergie renouvelable. Pour aborder cette question-là, ben, vous êtes industriel, vous posez la question comment démarrer, par quoi, voilà, je vais être dans le mix énergétique avec des ENR, mais je commence par quoi? Alors, on n'est pas bureau d'études, mais pour autant, on va vous aider à débroussailler le champ des possibles entre géothermie, solaire thermique, récupération de chaleur, qui est la première des choses d'ailleurs, hein, et tu l'as rappelé Noé, biomasse, photovoltaïque bien sûr. Cette visite sert à ça. On a aussi une visite climat, la vulnérabilité climatique. Comment allez-vous faire face, vous industriels demain, à cette vulnérabilité climatique? Êtes-vous prêt à ça? Euh, Probablement pas. En tout cas, beaucoup ne le sont pas. Et du coup, on a une visite climat qui va vous aider à flécher les opérations essentielles. On a la visite matière et déchets et la visite éco-conception également sur l'ensemble du territoire Grand Est par la CCI et le programme Noé. Ces visites sont 100% prises en charge, donc rien à débourser pour l'industriel. Il suffit de nous appeler et puis on vous donne un petit peu la procédure à suivre. Voilà. Prochain webinaire, ce sera avec Ronan Sebilo, conseiller en entreprise économie circulaire au sein de la CCI, sur une thématique d'actualité, comment utiliser l'IA pour éco-concevoir plus facilement ses produits. Et vous aurez le lien d'inscription dans le document juste ici. Voilà. Un petit mot sur une formation, parce que vous cherchez aussi peut-être à développer les compétences en interne sur l'efficacité énergétique, à appréhender cette question d'énergie plus générale. Il y a des formations qui existent, la formation ProRefi, prise en charge en partie. Donc, encore une fois, elle vous sera transmise. Donc, ça, c'est très important. La prochaine session a lieu à Reims le 18 et 19 mars. Il y a d'autres dates, il ne faut pas hésiter à venir vers nous et ce sera avec grand plaisir. Voilà. J'en ai fini avec toutes mes questions et je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation, déjà à Jean-Yves et Noé, et puis à l'ensemble des intervenants et du public. Vous retrouverez le replay dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de CCI Grand Est. Merci à tous, excellente journée et à votre disposition. Petite chose de fin, vous allez avoir un petit questionnaire. Merci de le remplir. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou être en contact avec l'un de nos interlocuteurs, n'hésitez pas à l'identifier. Belle journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.